Chapitre 49, lu par Marie-Florence. Ce chapitre traite du gracieux entretien qu'eut Sancho Panza avec son seigneur Don Quichotte. « Ah, par ma foi, vous voilà pris, s'écria Sancho. C'est justement là ce que je voulais savoir, aux dépens de mon âme et de ma vie. Dites donc, seigneur, pourriez-vous nier ce qu'on dit communément dans le pays, lorsque quelqu'un est de mauvaise humeur? Je ne sais ce qu'a un tel, il ne mange, ni ne boit, ni ne dort. Il répond de travers à ce qu'on lui demande. On dirait qu'il est enchanté. D'où il faut conclure que ceux qui ne mangent, ni ne boivent, ni ne dorment, ni ne font les œuvres naturelles dont je viens de parler, ceux-là sont enchantés, véritablement. Mais non pas ceux qui ont les envies qu'à votre grâce, qui boivent quand on leur donne à boire, qui mangent quand ils ont à manger, et qui répondent à tout ce qu'on leur demande. « Tu dis vrai, Sancho, répondit Don Quichotte, mais je t'ai déjà dit qu'il y avait bien des façons d'enchantement. Il se pourrait faire qu'avec le temps, la mode eût changé, et qu'il fût maintenant d'usage que les enchantés fassent tout ce que je fais ou veux faire, bien qu'ils ne l'eussent pas fait auparavant. Or, contre la mode des temps, il n'y a pas à argumenter ni à tirer de conséquences. Je sais et je tiens pour certain que je suis enchanté. Cela suffit pour mettre ma conscience en repos. Car je me ferais, je t'assure, un grand cas de conscience si je doutais que je fusse enchanté de rester en cette cage, lâche et fainéant, frustrant du secours de mon bras une foule d'affligés et de malheureux qui doivent, à l'heure qu'il est, avoir le plus pressant besoin de mon aide et de ma faveur. » Avec tout cela, répliqua Sancho, je répète que pour plus de satisfaction et de sûreté, il serait bon que votre grâce essayât de sortir de cette prison. Moi, je m'oblige à vous seconder de mon pouvoir, et même à vous en tirer. Vous essayerez ensuite de remonter sur ce bon Rocinante, qui a l'air aussi d'être enchanté, tant il marche triste et mélancolique. Et puis, nous courrons encore une fois la chance de chercher les aventures. Si elles tournent mal, nous aurons toujours le temps de nous en revenir à la cage. Alors je promets, foi de bon et loyal écuyer, de m'y enfermer avec votre grâce, si vous êtes par hasard assez malheureux, ou moi assez imbécile, pour que nous ne parvenions pas à faire ce que je dis. Soit, répliqua Don Quichotte, j'y consens et j'y donne les mains. Dès que tu saisiras quelque heureuse conjoncture pour mettre en œuvre ma délivrance, je t'obéirai en tout et pour tout. Mais tu verras, Sancho, combien tu te trompes dans l'appréciation de mon infortune. Cet entretien conduisit le chevalier errant et son maugréant écuyer jusqu'à l'endroit où les attendaient, ayant déjà mis pied à terre, le curé, le chanoine et le barbier. Le bouvier détela aussitôt les bœufs de sa charrette et les laissa prendre leurs ébats dans cette vaste prairie dont la fraîcheur et le calme invitaient à jouir de ses attraits. Non seulement les gens aussi enchantés que Don Quichotte, mais aussi fin et avisé que son écuyer. Celui-ci pria le curé de permettre que son seigneur sortît un moment de la cage, parce qu'autrement cette prison courait grand risque de ne pas rester aussi propre que l'exigeait la décence et la dignité d'un chevalier tel que lui. Le curé comprit la chose et répondit à Sancho que de bon cœur il consentirait à ce qui lui était demandé, s'il ne craignait qu'en se voyant libre, son seigneur ne fît des siennes et ne se sauvât où personne ne le reverrait.
Je me rends caution de sa fuite, répliqua Sancho. Moi de même, ajouta le chanoine, et de tout ce qui en peut résulter, surtout s'il m'engage sa parole de chevalier, qu'il ne s'éloignera point de nous sans notre permission. Oui, je la donne, s'écria Don Quichotte, qui avait écouté tout ce dialogue. Et d'ailleurs, celui qui est enchanté comme moi n'est pas libre de faire ce qu'il veut de sa personne, car le magicien qui l'a enchanté peut vouloir qu'il ne bouge de la même place 3 siècles durant. Et si l'enchanté s'enfuyait, l'enchanteur le ferait revenir à tire-d'aile. Puisqu'il en est ainsi, vous pouvez bien me lâcher. Ce sera profit pour tout le monde, car si vous ne me lâchez pas, je vous proteste qu'à moins de vous tenir à l'écart, je ne saurais m'empêcher de vous chatouiller désagréablement l'odorat. Le chanoine lui fit étendre la main. Bien qu'il eût les 2 poignets attachés et sous la foi de sa parole, on lui ouvrit la porte de sa cage, ce qui lui causa le plus vif plaisir. La première chose qu'il fit dès qu'il se vit hors de la cage fut d'étirer, l'un après l'autre, tous les membres de son corps. Puis il s'approcha de Rocinante, et lui donnant sur la croupe 2 petits coups du plat de la main, il lui dit tendrement « J'espère toujours en Dieu et en sa sainte mère, fleur et miroir des coursiers, que bientôt nous nous reverrons comme nous désirons être, toi, portant ton Seigneur, et moi, monté sur tes flancs, exerçant ensemble la profession pour laquelle Dieu m'a jeté dans le monde. » Après avoir ainsi parlé, Don Quichotte gagna, suivi de Sancho, un lieu bien à l'écart, d'où il revint fort soulagé et plus désireux qu'auparavant de mettre en œuvre le projet de Sancho. Le chanoine le regardait et s'émerveillait de la grande étrangeté de sa folie. Il était étonné surtout que ce pauvre gentilhomme montrât, en tout ce qu'il disait ou répondait, une intelligence parfaite, et qu'il ne perdît les étriers, comme on l'a dit maintes autres fois, que sur le chapitre de la chevalerie. Ému de compassion, il lui adressa la parole quand tout le monde se fut assis sur l'herbe verte pour attendre les provisions. « Est-il possible, seigneur Hidalgo, lui dit-il, que cette oiseuse et lecture des livres de chevalerie ait eu sur votre grâce assez de puissance pour vous tourner l'esprit, au point que vous veniez à croire que vous êtes enchanté, ainsi que d'autres choses du même calibre, aussi loin d'être vrai que le mensonge l'est de la vérité même. Comment peut-il exister un entendement humain capable de se persuader qu'il y ait eu dans le monde cette multitude d'Amadis et cette tourbe infinie de fameux chevaliers, qu'il y ait eu tant d'empereurs de Trébizonde, tant de Félix Mars, d'Hyrcanie, tant de coursiers et de palefrois, tant de damoiselles errantes, tant de serpents et de dragons, tant d'Andriaques, tant de géants, tant d'aventures inouïes, tant d'espèces d'enchantements, tant de batailles, tant d'effroyables rencontres, tant de costumes et de parures, tant de princesses amoureuses, tant d'écuyers devenus comtes, tant de nains beaux parleurs, tant de billets doux, tant de galanteries, tant de femmes guerrières, et finalement tant de choses extravagantes, comme en contiennent les livres de chevalerie. Pour moi, je peux dire que quand je les lis, tant que mon imagination ne s'arrête pas à la pensée que tout cela n'est que mensonge et dérèglement d'esprit, il me donne, je l'avoue, quelque plaisir. Mais dès que je réfléchis à ce qu'ils sont, j'envoie le meilleur d'entre eux contre la muraille,
et je le jetterais au feu si j'avais là des tisons. Oui, car ils méritent tous cette peine, pour être faux et menteurs, et hors des lois de la commune nature. Ils la méritent comme fauteurs de nouvelles sectes et inventeurs de nouvelles façons de vivre, comme donnant occasion aux vulgaires ignorants de croire et de tenir pour vraies toutes les rêveries qu'ils renferment. Ils ont même assez d'audace pour oser troubler les esprits d'hidalgos bien nés et bien élevés, comme on le voit, parce qu'ils ont fait sur votre grâce, puisqu'ils vous ont conduit à ce point qu'il a fallu vous enfermer dans une cage et vous mener sur une charrette à bœufs, comme on mène de village en village un lion ou un tigre, pour gagner de quoi vivre en le faisant voir. Allons, Seigneur Don Quichotte, prenez pitié de vous-même et revenez au giron du bon sens. Faites usage de celui que le ciel a bien voulu vous départir, en employant l'heureuse étendue de votre esprit à d'autres lectures qui tournent au profit de votre conscience et de votre bonne renommée. Si toutefois, poussé par votre inclination naturelle, vous persistez à lire des histoires d'exploits chevaleresques, lisez dans la Sainte Écriture le livre des juges. Vous y trouverez de pompeuses vérités et des hauts faits non moins certains qu'éclatants. La Lusitanie eut un Viriathès, Rome un César, Carthage un Hannibal, la Grèce un Alexandre, la Castille un comte Fernand Gonzalez, Valence un Cid, l'Andalousie un Gonzalve de Cordoue, l'Estrémadurge un Diego Garcia de Paradès, Xérès un Garci Pérez de Vargas, Tolède un Garcilaso, Séville un Don Manuel Ponce de León. Le récit de leurs vaillants exploits suffit pour amuser, pour instruire, pour ravir et pour étonner les plus hauts génies qui en fassent la lecture. Voilà celle qui est digne de votre intelligence, mon bon seigneur Don Quichotte. Elle vous laissera, quand vous l'aurez faite, érudit dans l'histoire, amoureux de la vertu, instruit aux bonnes choses, fortifié dans les bonnes mœurs, vaillant sans témérité, prudent sans faiblesse, et tout cela pour la gloire de Dieu, pour votre propre intérêt et pour l'honneur de la Manche, d'où je sais que votre grâce tire son origine. Don Quichotte avait écouté avec la plus scrupuleuse attention les propos du chanoine. Quand il s'aperçut que celui-ci cessait de parler, après l'avoir d'abord regardé fixement et en silence, il lui répondit: « Si je ne me trompe, Seigneur Hidalgo, le discours que vient de m'adresser votre grâce avait pour objet de vouloir me faire entendre qu'il n'y a jamais eu de chevalier errant dans le monde, que tous les livres de chevalerie sont faux, menteurs, inutiles et nuisibles à la République, qu'enfin j'ai mal fait de les lire, plus mal de les croire, et plus mal encore de les imiter, en me décidant à suivre la dure profession de chevalier errant qu'ils enseignent, parce que vous niez qu'il ait jamais existé des Amadis de Gaule et de Grèce, ni cette multitude d'autres chevaliers dont les livres sont pleins. Tout est au pied de la lettre, comme votre grâce l'énumère, reprit en ce moment le chanoine. Don Quichotte continua. Votre grâce a de plus ajouté que ces livres m'avaient fait un grand tort, puisqu'après m'avoir dérangé l'esprit, ils ont fini par me mettre en cage et que je ferais beaucoup mieux de m'amender, de changer de lecture et d'en lire d'autres plus véridiques, plus faits pour amuser et pour instruire. C'est cela même, répondit le chanoine.
Eh bien, moi, répliqua Don Quichotte, je trouve, à mon compte, que l'intensité et l'enchanté, c'est vous-même. Puisque vous n'avez pas craint de proférer tant de blasphèmes contre une chose tellement reçue dans le monde, tellement admise pour véritable, que celui qui la nie, comme le fait votre grâce, mériterait la même peine que vous infligez au livre, dont la lecture vous ennuie et vous fâche. En effet, vouloir faire accroire à personne qu'Amadis n'a pas été de ce monde, pas plus que tous les autres chevaliers d'aventure dont les histoires sont remplies toutes combles, c'est vouloir persuader que le soleil n'éclaire pas, que la gelée ne refroidit pas, que la terre ne nous porte pas. Quel esprit peut-il y avoir en ce monde capable de persuader à un autre que l'histoire de l'infante Florippe avec Guy de Bourgogne n'est pas vraie, non plus que l'aventure de Firabras au pont de Mantible qui arriva du temps de Charlemagne? Je jure Dieu que c'est aussi bien la vérité qu'il est maintenant jour. Si c'est un mensonge, alors il doit être de même d'Hector et d'Achille, et de la guerre de Troie, et des 12 pairs de France, et du roi Arthur d'Angleterre, qui est encore à présent transformé en corbeau, et que ses sujets attendent d'heure en heure. Osera-t-on dire aussi que l'histoire de Guarino Meschino est mensongère, ainsi que celle de la conquête du Saint Grial, que les amours de Tristan et de la reine Iseut sont apocryphes, aussi bien que ceux de la reine Geneviève et de Lancelot, tandis qu'il y a des gens qui se rappellent presque d'avoir vu la douaigne Quintagnonne, laquelle fut le meilleur échanson de vin qu'eut la Grande-Bretagne. Cela est si vrai que je me souviens qu'une de mes grand-mères, celle du côté de mon père, me disait, quand elle rencontrait quelques douaignes avec de respectables coiffes, « Celle-ci, mon enfant, ressemble à la douaigne Quintagnonne », d'où je conclus qu'elle dut la connaître elle-même, ou du moins en avoir vu quelques portraits. Qui pourra nier que l'histoire de Pierre et de la jolie Magalone ne soit parfaitement exacte, puisqu'on voit encore aujourd'hui, dans la galerie d'armes de nos rois, la cheville qui faisait tourner et mouvoir le cheval de bois sur lequel le vaillant Pierre de Provence traversait les airs, cheville qui est un peu plus grosse qu'un timon de charrette à bœufs. À côté d'elle est la selle de Babieca, la jument du Cid, et dans la gorge de Roncevaux, on voit encore la trompe de Roland, aussi longue qu'une grande poutre. D'où l'on doit inférer qu'il y eut 12 pairs de France, qu'il y eut un Pierre, qu'il y eut un Cid et d'autres chevaliers de la même espèce, de ceux dont les gens disent qu'ils vont à leurs aventures. Sinon, il faut nier aussi que le vaillant portugais Joan de Merlot ait été chevalier errant, qu'il soit allé en Bourgogne, qu'il ait combattu dans la ville de Ras contre le fameux seigneur de Charny appelé Moïse-Pierre, puis dans la ville de Bâle contre Moïse-Henri de Remestan, et qu'il soit sorti 2 fois de la lice vainqueur et couvert de gloire. Il faut nier encore les aventures et les combats que livrèrent également en Bourgogne les braves Espagnols Pedro Barba et Gutiérrez et Quixada, duquel je descends en ligne droite de mal en mal, qui vainquirent les fils du comte de Saint-Paul. Que l'on nie donc aussi que Don Fernando de Guevara soit allé chercher des aventures en Allemagne,
où il combattit messire Georges, chevalier de la maison du duc d'Autriche. Qu'on dise enfin que ce sont des contes pour rire, les joutes de Suero de Quiñones, celui du pas de l'Orbigo, les défis de Menzeluis de Falsès, Adam Gonzalo de Guzman, chevalier castillan, et tant d'autres exploits faits par des chevaliers chrétiens de ces royaumes et des pays étrangers si authentiques, si véritables, que celui qui les nie, je le répète, est dépourvu de toute intelligence et de toute raison. Le chanoine fut étrangement surpris d'entendre le singulier mélange de vérité et de mensonge que faisait Don Quichotte, et de voir quelle connaissance complète il avait de toutes les choses relatives à sa chevalerie errante. Il lui répondit donc: « Je ne puis nier, seigneur Don Quichotte, qu'il n'y ait quelque chose de vrai dans ce qu'a dit votre grâce, principalement en ce qui touche les chevaliers errants espagnols. Je veux bien concéder encore qu'il y eut 12 pairs de France. Mais je me garderai bien de croire qu'ils firent tout ce que raconte d'eux l'archevêque Turpin. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ce furent des chevaliers choisis par les rois de France, qu'on appela pairs, parce qu'ils étaient tous égaux en valeur et en qualité. Du moins, s'ils ne l'étaient pas, il était à désirer qu'ils le fussent. C'était un ordre militaire, à la façon de ceux qui existent à présent, comme les ordres de Saint-Jacques et de Calatrava, où l'on suppose que ceux qui font profession sont tous des chevaliers braves et bien nés. Et comme on dit à cette heure chevalier de Saint-Jean ou d'Alcantara, on disait alors chevalier des 12 pairs, parce qu'on en choisissait 12, égaux en mérite, pour cet ordre militaire. Qu'il y ait eu un Cid et un Bernard del Carpio, nul doute, mais qu'il ait fait toutes les prouesses qu'on leur prête, c'est autre chose. Quant à la cheville du comte Pierre, dont votre grâce a parlé, et qui est auprès de la selle de Babieca, dans la galerie royale, je confesse mon péché. Je suis si gauche, ou j'ai la vue si courte, que, bien que j'ai vu distinctement la selle, je n'ai pu apercevoir la cheville, quoiqu'elle soit aussi grosse que l'a dit votre grâce. Elle y est pourtant, sans aucun doute, répliqua Don Quichotte. Elle a telles enseignes qu'on la tient enfermée dans un fourreau de cuir pour qu'elle ne prenne pas le moisi. C'est bien possible, reprit le chanoine. Mais par les ordres sacrés que j'ai reçus, je ne me rappelle pas l'avoir vue. Et quand je concéderais qu'elle est en cet endroit, serais-je obligé de croire aux histoires de tous ces Amadis et de cette multitude de chevaliers sur lesquels on nous fait tant de contes? Et serait-ce une raison pour qu'un homme comme votre grâce, si plein d'honneur et de qualité, et doué d'un si bon entendement, s'avisa de prendre pour autant de vérité tant de folies étranges qui sont écrites dans ces extravagants livres de chevalerie?